Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et ce soir, malgré la trêve internationale, nous sommes là. Alors c'est une petite nouveauté de cette saison, pas de trêve pour nous, pas de trêve pour vous. Alors évidemment, le programme sera un peu plus light que d'habitude, mais il y aura quand même des choses à voir tous ensemble. Mais ça, mesdames et messieurs, ça sera juste après le traditionnel tour de table. À force de porter le brassard de capitaine du Space, il a fini par craquer et va reprendre une licence de foot, enfin une demi-licence de foot. Le futur demi-vétéran Romain est à nos côtés ce soir. Bonsoir Romain. Salut à tous. C'est pas encore fait. Ah, C'est un projet. Quel suspense. Eh, dis donc, je commence à voir des gens apparaître dans l'auditeur. Ah, peut-être pouvoir avoir Thomas avant la fin. Mais tiens, je vais faire sa présentation s'il est là mais qu'il nous écoute. Il a explosé les chiffres sur sa page Facebook et c'est largement mérité. L'homme aux 500 000 vues est également là ce soir. Alors, pour l'instant, dans les auditeurs, j'espère qu'on pourra l'entendre tout à l'heure. En tout cas, Thomas, on te souhaite, t'adresse toutes nos félicitations pour ce chiffre extraordinaire. En manque de caviar à vrai made in sous-marin, il s'est contenté d'une très belle passe décisive de Chouamini en équipe de France vendredi. L'amoureux du beau jeu est avec nous ce soir. Bonsoir Clément. Salut à tous, bonsoir. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a eu quelques bugs ce soir sur Twitter, donc on aurait dû être avec Thomas, comme je disais, dans l'équipe. Si jamais vous avez envie de participer et de faire partie de l'équipe ce soir, n'hésitez pas, comme d'habitude, on est ouvert. Pour ça, n'hésitez pas donc à appuyer sur le micro en bas à gauche de votre écran et on vous fera entrer dans les débats à n'importe quel moment. Pour les plus timides, ceux qui n'ont pas de micro, n'oubliez pas que vous avez également le hashtag SpaceHack pour interagir avec nous. Et on rebondira sur ce que vous dites. Alors, ce space, donc, comme je disais, en pleine trêve internationale, sans Ligue 1 et sans hack, c'est une première pour nous, mais il y a quand même des choses à dire. Dans cette première partie d'émission, donc, nous allons revenir ensemble sur les premiers matchs de cette saison disputés par nos Ciels et Marines, et il y a quand même des choses à dire. Messieurs, je sais que c'est tôt dans la saison, que nous n'avons que 3 rencontres au compteur, mais si vous deviez donner une note à ce démarrage de Noah Vrai, quelle serait-elle? Romain, à toi la main. Allez, on va dire 12 sur 20 avec les encouragements. Mention assez bien, quoi. Mention assez bien, ouais. Ouais, bah oui, quand même. Clément. Sur les 3 matchs? Sur les 3 matchs. 14,5. C'est pas mal. Mention bien dans ce cas-là pour les nouveaux bacheliers peut-être qui nous écoutent et qui doivent se sentir concernés. Mention bien. Moi, je suis de l'avis de Clément. Je mettrais un bon 14 sur 20 avec les encouragements. Alors, je vous demanderai aussi de justifier votre note, messieurs. C'est vrai que le démarrage a été un peu compliqué à Monaco, mais voilà, à Monaco, ils ont fini deuxième de mémoire de l'année dernière. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. C'est une équipe taillée pour jouer les premiers rôles. Donc voilà, c'était un petit round d'observation, on va dire. Et puis les choses se sont mises en place progressivement, même plus que progressivement, se sont mis en place contre Lens, mais malgré la défaite, on a vu des très très belles choses du Hack. Le Hack a quand même dominé Lens, et puis face à Nice, pareil, rebelote, le Hack a dominé Nice et cette fois a remporté les 3 points. On a vu du jeu, on a vu beaucoup d'actions offensives, de la possession de balle, enfin voilà, une mentalité différente. Donc pour moi, 14, malgré les seulement 3 points entre guillemets sur 9, pour moi c'est un bon 14. Romain, pourquoi toi tu mets entre guillemets que la note de 12 sur ce début de saison? Je sais, il y a que 3 matchs, on se base là-dessus, c'est pas grave. Parce que ça demande quand même malgré tout à confirmer. Ok, on a vu des belles choses sur une moitié de match face à Lens. Ils ont confirmé face à Nice, mais malgré tout, il faut encore continuer. Ce qui est très encourageant, c'est comment dire ça, l'ambition affichée à Océane par rapport à la saison passée. Et comme je l'avais dit lors du dernier space, je pense que ça c'est un facteur important. C'est ça qu'il faut améliorer cette saison, faire d'Océane je veux pas dire un vaisseau imprenable, mais quelque chose d'un peu plus compliqué que les roustes qu'on a pu prendre la saison dernière. Donc non, mais il y a que 3 matchs, donc c'est difficile de mettre plus. Après, par rapport au calendrier, je pense que c'est bien pour nous d'avoir joué ces 3 équipes-là et de pas tout de suite être tombé dans des matchs alors voilà, je vais encore animer des débats, mais de notre championnat, parce qu'on sait très bien que
que la Ligue 1, voilà, il y a des clubs qui carburent et il y a des clubs à l'arrière et nous on est à l'arrière, donc j'ai pas de difficulté à dire de notre championnat. Donc c'est très bien ce qu'on a affiché par rapport à ces trois clubs là, en tout cas sur les deux derniers matchs. Mais malgré tout, ça n'est qu'un début et ça demande de la continuité. Clément, à ton tour. Voilà, t'es à peu près d'accord avec moi, mais j'aimerais avoir tes arguments quand même par rapport à ta note. Bah déjà c'est parce que je trouve que voilà 3 points en 3 matchs, c'est pour moi c'est quasiment inespéré au vu du remaniement de l'effectif qu'on a eu avec toutes les arrivées, tous les départs. Ce que j'avais dit dans le précédent space, c'est que de tenir on aurait du rodage. Donc ces 3 matchs pour moi c'est du bonus. Et franchement, les premiers automatismes que les joueurs arrivent à avoir, que ce soit sur la première mi-temps de Lens et le match de Nice, je trouve que c'est quand même franchement super. Ça augure pour moi de bons matchs dans le futur. Et honnêtement, je pense que voilà, on va avoir des matchs compliqués, mais au moins si on a ce fond de jeu là, je pense que je suis relativement confiant pour la suite. Et le 14 parce que voilà, je pense que voilà, c'est du bon pour l'instant, voire du très bon par moment. Et j'imaginais pas un début de saison comme ça. Ouais, mais on va quand même en reparler dans 3 matchs parce que on joue Strasbourg, on reçoit Lorient et on va à Metz. Il va falloir transformer l'essai. Parce que contre Nice c'est l'essai et je pense que là les 3 prochains matchs faut transformer. Moi j'ai vu un petit peu, j'ai vu le match de Lorient contre Rennes, le match de Metz aussi contre le PFC, je l'ai revu. Honnêtement, on est quand même honnêtement, hein, ce qu'on propose contre Nice, on est une classe au-dessus d'eux. Hein. Donc après, je dis pas qu'on va gagner le match, mais je pense que si en plus toutes nos recrues se mettent au diapason de nos joueurs de l'an dernier, je pense que ça peut vraiment être des beaux matchs pour nous et pourquoi pas 6 points sur les 2 matchs. Ouais, justement, tu parlais des recrues. Moi, je trouve qu'ils se sont complètement fondus dans l'équipe, dans l'esprit ciel et marine. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'ils étaient déjà là la saison dernière pour certains. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils viennent de débarquer. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ce qui se passe aussi, je suis assez bluffé. Ce qui se passe aussi, je pense que Bodmer l'a dit. Tu check, tu vas chercher un profil, mais tu vas aussi chercher un état d'esprit. C'est-à-dire que je pense que le gars qui a un bon profil pour lui, qui s'incorpore bien dans son schéma tactique, mais qui a pas forcément la mentalité qui va avec, bah il le fera pas signer. Et en fait, si tu remarques bien, tous les joueurs que tu as signés, à chaque fois, les anciens supporters ou alors les médias locaux, tu as le mot travailleur qui est dedans. Doucouré, il a été présenté comme un gros travailleur. Seko, c'est pareil, des gros bosseurs. Et franchement, c'est des gars en fait qui respirent football, qui pensent football. Et automatiquement, quand tu bosses avec des gens comme ça autour de toi, bah ton équipe elle peut être que meilleure parce que tu as des mecs qui vont bosser H24. Ouais, Romain, toi, quel est ton avis par rapport à ces recrues? Alors certes, on les voit pas tous évidemment sur le terrain. Là, on voit plus Fodé Doucouré, Ayumu Seko, par exemple. Et puis Moridio évidemment dans les buts. Qu'est-ce que toi tu penses de cet apport et de surtout de leur acclimatation, voilà, au club, enfin voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de l'acclimatation au niveau du club? Je pense que oui, ça a l'air de se faire à vitesse grand V. Après, justement, est-ce que c'est le petit plus de la méthode Bonnemer et de toute son équipe qui l'entoure? Parce que à chaque fois, il est aussi bon de rappeler que c'est pas que Mathieu Bonnemer, hein, mais effectivement, on sait que ces gens travaillent pas forcément avec les mêmes méthodes que, on va dire peut-être que des méthodes traditionnelles dans le football. Et enfin voilà, bon après il y a de plus en plus de clubs aussi qui s'y mettent, hein. Mais c'est peut-être ça qu'on voit, peut-être qu'il y a un aspect pas que sportif ou footballistique, mais un aspect caractère, un aspect compatibilité. Des choses aussi qu'on peut voir sur une sélection nationale, hein. Didier Deschamps on a souvent parlé aussi, hein. On sait que des fois il a fait des choix où le gars était très bon dans son club et pourtant il l'a pas pris. C'est arrivé plein de fois, enfin plusieurs fois on va dire, et peut-être que Bodmer et son équipe ont intégré aussi ce genre d'ingrédients dans leur choix. Ouais, effectivement, je te rejoins complètement là-dessus et ça change par rapport aux autres années. Enfin,
voilà, c'est vrai qu'on a cette continuité et on surfe sur la fin de la saison dernière. Donc voilà, c'est très intéressant et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, j'ai hâte de les revoir. J'ai hâte de les revoir sur le terrain. Et puis un ingrédient supplémentaire que Mathieu Bodmer a aussi évoqué là dans les derniers articles, c'est que là on entame la 3e saison et que il faut quand même avouer que la région et la ville a beaucoup changé. Moi j'ai quitté Le Havre en 2008 et je peux vous dire que ça a énormément changé. Donc quand il dit que Le Havre attire, oui, aujourd'hui, je pense que Le Havre est quand même assez reconnu, même sur un plan national, et même quand on voit les différents classements de villes qu'on peut voir, etc., pour quand même sa tranquillité de vie, ses nombreux changements, ses aménagements. Voilà, enfin. Moi, j'ai la chance d'y aller quand même régulièrement, hein, malgré que j'y habite plus, j'y vais au moins 2 fois par mois. J'adore toujours autant cette ville, c'est ma ville et je pense que et je suis pas surpris aujourd'hui que cette ville elle attire. À un moment donné, on parlait beaucoup, par exemple, d'Angers, on parlait de villes moyennes comme ça, de Dijon, de villes comme ça. Et aujourd'hui, je suis pas du tout étonné que Le Havre soit des fois sur des podiums de villes où il fait bon vivre. Alors, tu dis que la ville attire, mais ce qui est aussi différenciant par rapport aux autres années, c'est que le club aussi attire. C'est que le club du HAC attire, Clément. C'est ce que disait aussi Mathieu Bodmer, c'est que maintenant on lui propose des joueurs et que les joueurs adhèrent et veulent venir au Havre. Ça, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Déjà, tu as l'aspect Ligue 1 qui joue beaucoup aussi. Je pense que quand tu as fait au moins 2 saisons en Ligue 1, tu as une certaine carrure qui te permet d'attirer d'autres joueurs. Et puis aussi, je pense, comme il dit, je pense que maintenant tout le monde sait que Bodmer, Roussier, Alcaraz, ça bosse bien. Digard, tous les joueurs, il a une très bonne réputation auprès des autres joueurs. Donc je pense que ça fait que certains vont préférer signer au Havre, même en réduisant leur salaire qu'ils avaient avant. Donc ouais, je pense que sur le plan sportif, maintenant, on a trouvé une certaine légitimité. On n'est plus considéré comme un promu, mais on est considéré un petit peu comme l'équipe compliquée à battre avec de bonnes valeurs. Et je pense que ça fait la différence dans la tête de certaines recrues. Ouais, ce qui s'est passé aussi l'année dernière, la fin de saison dernière, a marqué les esprits parce que tout le foot, toute la France en tout cas, de Strasbourg à Lyon, enfin tout le monde était tourné sur la méno et sur ce qu'a fait Abdoulaye Touré à la dernière seconde du dernier match. Et ça a marqué les esprits et je pense aussi que ça attire les regards sur nous et voilà, ça interroge et ça interpelle. Donc voilà, si les résultats sportifs continue à progresser. Alors voilà, on n'a que 3 journées, etc. Mais voilà, si les résultats sont là et que le maintien est assuré suffisamment tôt, nul doute que l'attraction du Havre sera encore plus importante les fois suivantes. Messieurs, je fais juste une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des messages dans l'auditoire? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure avec les bugs, je ne les vois pas. Rien de particulier. Je vois que 3 messages, donc à mon avis, il doit y en avoir beaucoup plus. Ou alors, non, il y en a 4. Ah bah d'accord. Bon bah il y a pas. Non, il y a Gilles qui dit il a raison Romain parce que tu peux pas monter trop haut car il faudrait plus de points. Un 11,5 plus une bonne appréciation mais pas plus en note. Voilà, merci Gilles. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous voulez donner une note, alors je le redis, je le répète, il y a que 3 matchs, mais voilà, ça peut être intéressant d'avoir votre note votre avis sur ce début de saison. N'hésitez pas à mettre une note en commentaire et puis les gars la relayeront s'il vous plaît messieurs, ça serait cool. Oui, pardon Romain. Tu voulais dire quelque chose? C'est bon. Ça marche. Il y a quelque chose aussi qui change par rapport à par rapport à la fin de saison dernière, mais plutôt au début de la saison passée, c'est que on a un style de jeu qui est quand même plus offensif. Hein, ce qu'on a vu notamment contre Lens, contre Nice, c'est que le HAC se créait beaucoup plus d'occasions, tenait plus souvent la balle. C'est des choses qui font plaisir à voir quand même, Romain. Ouais, et justement là-dessus, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Digard est arrivé, il a dû travailler avec le groupe qui avait été construit par Elsner. On se rappelle que il y a eu un gros mercato
hivernale cette année. Ouais, c'est ça. Et donc l'équipe a commencé à bien fonctionner qu'à partir de ce mercato hivernal. Et on se souvient que Mathieu Bonnemer avait expliqué qu'il n'avait pas pu faire ce qu'il avait voulu faire l'été dernier. Là, c'est autre chose. Là, déjà, on était sur une fin de cycle avec pas mal de joueurs en fin de contrat ou des joueurs qui partaient. Là, je pense que Digard a participé pleinement aussi au recrutement et bien sûr ils l'ont mis dans la boucle et il a dû avoir son mot à dire ou même sa validation finale et que peut-être tout simplement les joueurs recrutés correspondent au style de jeu que Digard avait prôné quand il est arrivé. Ouais, c'est vrai que tu le disais, l'été dernier, donc l'été 2024, on avait recruté que 3 joueurs seulement sur un mercato d'été, c'est voilà, peanuts, et que l'équipe avait énormément changé en mercato d'hiver avec beaucoup de départs. Hein. Je pense à Opéry, je pense à Targaline, et de nouveaux joueurs sont arrivés, Mwanga, Diawara, Kuka par exemple. Et c'est vrai que le style de jeu a été plus adapté en tout cas. Digard a eu l'équipe qu'il voulait effectivement et c'est là où les choses ont changé et bah voilà le style on l'a aujourd'hui et je trouve encore qu'il a encore évolué cette année. Je voulais venir avec vous là-dessus. C'est que par exemple sur le dernier match donc contre Nice, Digard maintenant a 3 adjoints à côté de lui, un Bergogneau qui est arrivé cet été et toujours Serge Costa et puis Nicolas Douchez. Et c'est que maintenant Didier Digard n'hésite pas à les interroger tous les 3 sur les choix à venir. Vous en pensez quoi que le coach partage entre guillemets le pouvoir et voilà prenne les décisions en accord avec les autres? Clément, t'en penses quoi toi? Il fait ce qu'il veut. J'en pense pas. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est vrai que c'est plutôt intéressant quand même Ouais, d'avoir des avis différents. Oui, bah si, toujours. Après, tu sais, enfin, c'est bien qu'il soit pas non plus borné avec moi je vais faire ça et c'est pas autrement. Non, c'est cool. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est entre eux. J'ai pas forcément à juger si c'est bien ou pas bien ce qu'ils font. S'ils arrivent à fonctionner comme ça et qu'on a des résultats, moi je suis content. Oui, effectivement. Bah écoute, pour l'instant, on se contente. Là, on a eu les 3 points sur le dernier match, mais au niveau du style de jeu, en tout cas, les choses sont différentes. Et c'est plutôt intéressant. Moi, je voulais revenir aussi sur une des recrues, une des premières recrues qui est arrivée, puisque le Hack a perdu entre guillemets, s'est séparé de ses 2 gardiens titulaires des dernières saisons, Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin. Et aujourd'hui, on a Moridio dans les buts. Romain, est-ce que tu es serein, toi, avec ce nouveau portier? Bon, voilà. Encore une fois, c'est que 3 matchs, mais est-ce que tu es serein avec ce gardien titulaire? Sur les 3 matchs, on va pas non plus, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Enfin, pour l'instant, non, faut lui laisser encore un peu de temps. Il a peut-être aussi lui besoin encore un peu de temps d'adaptation et on peut pas dire qu'on ait eu des très grands gardiens ces dernières saisons. Oui, Desmas ou Gorgelin ont fait le taf. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça flamboyant non plus. Il faut pas. Non, donc là, pour l'instant, on est sur une continuité. J'ai pas de. Non, je suis pas rassuré ou pas. Oui, à voir. Je demande encore à voir. Certains lui sont tombés dessus sur les réseaux, bon comme d'hab, sur les réseaux, sur le but qu'il a pris contre Nice, puisque c'est sur une faute de main et voilà, il a pas réussi à arrêter le ballon, mais c'est vrai que ça lui vient direct. Enfin, moi je peux pas, voilà, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Clément, toi, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça, mais non, après c'est sûr que bon, le but qu'il prend contre Lens, bon, je pense qu'il a pas eu la main assez ferme, mais c'est pas forcément, je vais pas le juger sur 3 matchs, tu vois. En plus, bon, il sera très bien contre Nice avec cette magnifique passe décisive. Ce qui va amener de plus que nos gardiens précédents, c'est la qualité de sa relance. Ouais, c'est sûr, ça, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il va être un peu plus Digard compatible à ce niveau-là. Après, non, honnêtement, j'ai pas forcément envie de le juger au bout de 3 matchs. Je pense qu'on fera déjà on fera le compte au bout de 6 mois au prochain mercato. Mais non, pour l'instant, je pense que de toute manière, il a prouvé à Clermont que c'était un bon gardien de Ligue 1. Donc pour l'instant, non, je suis très content avec lui.
Ouais, bah pareil, c'est vrai que bon, j'avais dit que je ferais aussi le rôle d'intervenant. Moi, j'aime beaucoup Moridio et je te rejoins par rapport à sa qualité de relance. On l'a vu contre Nice, il a une patate extraordinaire et c'est vrai que cette passe sur Soumaré, elle était géniale. Donc ouais, c'est pareil, j'ai hâte d'en voir plus et de voir ce que ça peut donner tout au long de la saison, mais j'ai bon espoir en tout cas voilà, qu'on va revoir le même genre de performance que contre Nice. Voilà, juste par rapport à Nice, les gars, dans le dernier space qu'on a fait, dans le premier de la saison, on avait parlé un petit peu des problèmes défensifs qu'a connu le Hack. Moi, je voulais revenir avec vous sur le match de Nice. Bon, il commence à être un peu lointain, mais la défense, quand même, c'est plutôt ressaisi. Romain, c'est quand même de bon augure pour la suite, en sachant voilà, on s'est pas séparé de Haruna Sanganté et d'Etienne Youté, donc pas de nouvelles recrues, etc. C'est plutôt rassurant, même si c'est qu'un seul match, de voir que la défense n'a pas coulé totalement, quoi. Oui, c'est clair. Bah, donc de toute façon, Loris avait marqué un CSC, puis je crois qu'il y avait quelques actions pour lui sur ce début de saison. Sanganté, pareil, on avait ouvert le débat sur Aruna. On se demandait même si son brassard de capitaine était aussi totem d'immunité pour lui, puisque l'année dernière aussi a vraiment vouloir le vendre à un moment donné. On le faisait carrément jouer à droite pour que il reste sur le terrain. Enfin, je sais pas si c'est la vraie raison, mais c'est ce que ça semblait paraître de l'extérieur. Donc là, oui, ça tient à ces deux hommes-là. C'était important que les deux retrouvent un bon niveau. Je pense que Sanganté a prouvé qu'il avait rien perdu de son niveau sur le match face à Nice. Il a fait de très très bonnes interventions. Hein. J'ai en tête un superbe tacle. Et pareil, bon bah moi je reste sur ma note de début d'émission à confirmer parce que il a quand même régulièrement des passages à vide et donc bah faut que ça reste à ce niveau-là dans la continuité. Mais c'est valable pour toute l'équipe parce que quoi qu'il en soit, on aura un passage à vide. On va pas pouvoir afficher le niveau qu'on a vu contre Nice à Océane comme ça de manière sur tous les matchs tout le temps. Et chaque équipe connaît un passage à vide dans sa saison. Donc je pense qu'il est important là, si l'équipe tourne bien maintenant à cette période-là de la saison, d'engranger le plus de points possible. Toi, tu ne vois pas faire une Brest et finir en Champions League, c'est ça? Et bah, alors je vais pas dire que j'aimerais pas, j'adorerais, mais je pense que ça irait un peu trop vite pour nous. Ça va être compliqué tout ça. Ouais, non, c'est vrai que voilà, on confirme, c'est vrai que c'est encourageant par rapport à la suite et donc on va voir très vite du côté de la Méno ce week-end, donc vivement que cette trêve internationale s'arrête. D'ailleurs, elle était très tôt cette année. Je sais pas si c'est habituel, mais 3 matchs de Ligue 1 et trêve internationale, je sais pas, moi, ça m'a perturbé. Enfin bref, je voulais aussi revenir avec vous sur l'article paru dans l'équipe ce matin, qui pour une fois consacre une page au hack et surtout sur l'harmonie au sein de la direction. Puisque dans cet article, même si c'est des choses qu'on savait, mais voilà, c'était intéressant d'entendre le président Roussier en parler. Le trio Roussier-Bodmer-Digard a l'air ultra proche et je suis pas convaincu que ça se passe comme ça dans beaucoup d'équipes. Les gars, on a quand même de la chance d'avoir tous ces mecs à la tête du hack. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Romain, je sais pas ce que t'en penses. T'as pensé de cet article, mais ben moi, il m'a fait plaisir. Alors, je vais être tout à fait honnête et transparent. J'ai pas eu le temps de le lire aujourd'hui. J'ai vu qu'on avait reçu ça dans le groupe, mais j'ai pas pu le lire aujourd'hui. J'avais beaucoup trop de boulot. Je vais peut-être prendre le temps de le faire après là. Mais oui, non, de ce que j'en ai lu de vos commentaires, c'est que effectivement les trois protagonistes sont très proches. Euh, effectivement, je partage ça. On est un club plutôt de petite taille. Voilà, on n'est pas Paris, on n'est pas Marseille, on n'est pas Lyon. Donc, je pense que c'est ça aussi qui permet que le directeur sportif, le président et l'entraîneur soient proches comme ça. Ce que disait
Juste précision, ce que disait le président, c'est que par exemple, son bureau est juste à côté de celui de Mathieu Bodmer et que ils s'organisent pas des réunions comme dans les grands clubs, comme tu le dis, mais ils vont se voir, ils s'appellent régulièrement, plusieurs fois par jour, même pendant les trêves, etc. Enfin, ils sont toujours en contact avec le coach, etc. Donc voilà, si jamais tu avais besoin de. Oui, non, mais après, je pense que dans les gros clubs, ils ont peut-être des rôles avec un peu plus de différence que chez nous, parce que on voit bien que la frontière est quand même assez fine entre un Mathieu Bonnemer qui est directeur sportif, qui connaît parfaitement bien le football et donc j'imagine aussi les tactiques, etc. Et un Digard qui est sur le banc. J'imagine que oui, la frontière doit être très fine en fait entre les décisions de chacun, même si chacun a son rôle à jouer, mais je pense que oui, ils sont proches dans les décisions et c'est pas étonnant de dire ça encore une fois par rapport à la structure du club. Ouais, Clément, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, la direction et voilà. Ouais, ça fait un club un peu familial. C'est ça qu'on, je pense, c'est ça, un petit peu à l'ancienne. Ça change un petit peu des gros présidents. Je pense que c'est ça aussi que Roussier, il a mis en valeur dans l'article. C'est-à-dire que tu as des présidents qui sont pas souvent là, qui sont propriétaires, mais sans forcément s'investir à 100% dans le club. Et lui, c'est vrai que c'est plutôt un président de terrain. Un peu pareil pour Bodmer. Et puis, tout en disant qu'ils sont chacun dans Ouais. leur rôle. Donc, non, c'est intéressant. Ça fait un peu club familial, un peu comme il y avait du temps de Guingamp avec Noël Le Graët ou Rousselot à Nancy. Auxerre aussi, C'est un peu ouais, avec bien sûr. avec D'ailleurs, Bourgoin et le Giroud. président. Ouais, c'est ça, Bourgoin. Ouais. Et non, mais c'est ça, tu vois, c'est ce qu'on a perdu un peu dans le foot des années 90-2000, tu vois. Nicolin, tout ça. Et c'est vrai que bon, c'est cool d'avoir un peu l'ADN, d'avoir une direction qui est proche du terrain comme ça. Et proche des jeunes aussi, parce que c'est vraiment important aussi. C'est vrai qu'on a vu avec Le Guen qui était pas forcément proche des Pas jeunes du tout, joueurs. ouais. Bodmer, c'est vrai que lui, ouais, c'est vrai que lui, Bodmer, tu vois, il va voir la KV, il va voir les 15, tout ça, et c'est vraiment Même intéressant. le coach. On se rappelle de l'époque Le Guen où quand même il y avait eu une cassure quand même entre les pros et la KV, hein, et les témoignages venaient de l'intérieur du club, hein. Vous vous rappelez qu'on a failli perdre Yacine Keshta à la fin de la saison Le Guen. Yacine Keshta allait partir et heureusement que Bodmer est arrivé. Il a fait signer pro tout de suite certains noms. Je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, il y avait Richardson dans le lot, tout ça. Donc ouais, heureusement qu'ils Ouais, sont arrivés au bon moment. mais tu vois, c'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une sorte de passion aussi. Quand tu mets des mecs qui sont passionnés. Alors, je dis pas que Le Guen n'était pas un passionné, mais Le Guen il était venu auréolé de sa gloire passée. Donc, il faisait à sa méthode, il mettait ses hommes, ses machins. Et quand tu viens, que tu avais Mathieu Bodmer, que tu as tout approuvé quand même en tant que directeur sportif, et la passion qu'il a, tout de suite, je pense que ça fait vraiment une différence. Tu vois, quand tu as des mecs qui sont passionnés, qui sont très pros, bah, tu vois que tu as forcément des résultats. Donc déjà, ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Dans l'article, hein, justement, Jean-Michel Roussy disait qu'il avait repéré, donc il avait travaillé avec Mathieu Bodmer en tant que consultant et qu'il avait vu toutes ses qualités et qu'il avait déjà vu qu'il serait un directeur sportif parfait. Et puis bah ça, voilà, ça se loupe pas. Enfin parfait, tout n'est pas parfait, mais depuis qu'ils sont là, c'est une montée en Ligue 1 et deux maintiens en Ligue, deux maintiens de suite. Donc je pense qu'en termes de résultats, ça parle pour eux. Donc ouais, c'est cool d'avoir cette osmose au sein de la direction quand tu vois dans certains clubs, certains gros clubs où tous les 2 jours ils sont en crise. Bah écoute, chez nous, comme on dit, la petite entreprise, elle connaît pas la crise pour l'instant. Donc pourvu que ça dure des années et que qu'on continue à Bon, ce rythme-là. est-ce que tu vas faire, c'est maintenant que tu poses le débat, Bodmer ne sait pas vendre? Presque. Presque. Il va falloir, il va falloir inviter Des des gars qui contradicteurs, sont mais OK je crois avec qu'ils nous aiment pas et je suis même pas sûr qu'ils nous écoutent. Mais c'est pas grave, on va le mais faire si, mais sans eux. si. C'est pas bien méchant. Je vais me faire l'avocat du diable au pire. En tout cas, ce qui est rassurant sur ce début de saison, alors pareil, c'est qu'on a rencontré que 3 équipes, mais c'était quand même équipes importantes de Ligue 1, des Européens comme Monaco, Nice, Lens qui se bat tous les ans pour les places européennes. Donc on a été au niveau largement au-dessus même dans certains cas. Voilà, on a dominé Lens et on a dominé Nice.
Donc voilà, on a hâte de voir la suite. Donc la suite, je le disais, c'est le prochain match donc à Strasbourg, qui va nous rappeler de bons souvenirs et voilà, on espère retrouver le même état d'esprit et la même combativité des gars sur le terrain. Et pour se rendre à Strasbourg, transition toute faite, le Hack va pouvoir compter donc sur ces recrues dont on a parlé tout à l'heure et qui vont pouvoir se montrer. Et je pense notamment aux deux derniers arrivés, donc Damien Pizarro et Reda Kadra. Alors on a déjà parlé de Damien lors du premier space de la saison. Lors de son arrivée, on a appris il y a quelques jours une bonne nouvelle, c'est que le Chilien ne souhaite pas disputer la Coupe du Monde du vin pour rester au Hack et donc se consacrer pleinement à sa saison du côté de la Porte Océane. Est-ce que ça vous rassure, vous, messieurs Romain? Bah complètement, on va pas se cacher, hein. C'est tout à son honneur de pas y aller. Après, c'est bon, tant mieux pour nous, mais c'est vrai que ça doit quand même toujours être un peu compliqué pour des joueurs, même en début de carrière comme ça, de refuser la sélection nationale. Alors ça reste la U20, mais ça reste quand même une sélection nationale, malgré tout, une grande compétition. Donc c'est tout à son honneur. Maintenant, pareil, hein, on attend de lui. Il a tout à prouver aussi. Visiblement, c'était très 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 prometteur quand il jouait là-bas au Chili. Beaucoup moins depuis qu'il est sur le sol européen. Il est presque, je vais pas dire à la relance, mais ouais, il a que 20 ans, mais il doit encore démarrer et prouver qu'il peut jouer dans un grand championnat européen, parce que la Ligue 1 reste quand même de toute façon le plus haut, l'élite du football français. Et ouais, ça me rassure qu'il reste. On a besoin de toutes les forces vives qu'on a recrutées, et encore une fois, ouais, si on peut engranger un maximum de points d'ici la fin de l'année, ça serait bien. Donc on a besoin de tout le monde. Pour rappel, hein, sur la Coupe du Monde U20 n'est pas une compétition officielle de la FIFA, donc les clubs n'ont même pas l'obligation de libérer les joueurs. On se rappelle on se rappelle que Antoine Joujou avait été libéré par le Hack pour disputer, je vais pas dire une connerie, c'est pas la Coupe du Monde du 17, mais je suis pas sûr. C'est pas les Jeux Olympiques non plus. Non, c'était une Coupe du Monde de mémoire. Et que le Hack avait bien voulu libérer, donc là on partait peut-être dans le même cas de figure. Clément, c'est plutôt rassurant qu'un nouvel arrivant comme ça loupe une Coupe du Monde avec sa sélection pour se consacrer à son nouveau club. Bah, rassurant, j'en sais rien. C'est en tout Au cas, niveau de ça la prouve qu'il a mentalité, envie ouais. de prouver avec le Havre. Ouais, après, tu sais, bah, le problème aussi, c'est que cette Coupe du Monde-là aussi, c'est aussi une porte d'entrée pour lui, pour l'équipe première du Chili, hein. C'est aussi un endroit où les joueurs se montrent. Après, lui, de souvenir de ce que j'ai lu, il n'était pas forcément très très chaud, même quand il n'était pas au Havre, d'aller là-bas. Donc bon, non, mais c'est bien pour nous, c'est bien pour lui. Après, lui, il a quand même passé un an sans jouer. Il sait pas, apparemment, il est pas encore adapté au football européen, donc c'est vrai j'ai vraiment envie de le voir évoluer. Je pense au début de match, au début, il va, il va compléter Samata en fin de match. Et puis, je pense que son physique, il peut vraiment nous faire du bien, surtout quand il va falloir mettre des balles au centre, là où on était un peu en dedans l'an passé, le nombre de centres qui trouvait personne. Là, avec Samata et avec lui, je pense qu'on va avoir vraiment une bonne présence devant. Je rajoute aussi Soumaré parce que Soumaré est quand même souvent à la C'est retombée vrai, des ballons et ça passe pas c'est vrai, loin, hein. c'est vrai. Donc c'est Mm. vrai que là les centres s'ils sont aussi Mais là, en plus, on va avoir des bons centreurs parce que Delaine est un excellent oui, centreur. oui, oui. Kadra, il va mettre le feu, il a une bonne qualité de passe aussi. Donc là, ça Doucouré va. sur le côté droit, c'était pas dégueu non plus. Ou Namli. Ouais, non, non, si. Ouais, mais Namli, bah, c'est vrai que Namli, voilà, c'est un peu dommage là. J'espère qu'il va, parce que franchement, c'est un gars qui a le niveau pour jouer au-dessus du Havre, hein, en tout cas ce qu'il a montré aux Pays-de-Bas. Mais là, c'est vrai qu'il subit un petit peu l'éclosion de Doucouré parce que c'est compliqué de mettre Doucouré sur le banc après ces deux prestations. Mais Namli, typiquement, ça doit être le maître à jouer de ton équipe. Après, bon, la route est encore longue, on va voir.
Mais ça va être un casse-tête pour Digard là, pour composer son équipe, parce que Kadra, je vois pas comment il peut ne pas le mettre titulaire. Bon, peut-être contre Strasbourg au début, ça va être un peu compliqué, mais après, je vois pas comment Kadra peut ne pas être ne pas être titulaire chez nous. Namli, c'est pareil. Enfin, ça va être compliqué pour Digard de faire son équipe, mais Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah voilà, Romain, t'as la main. On a un problème de riche là qui va se poser face à Digard, c'est que quel joueur, quelle équipe alignée, parce que là on a enfin, je veux dire, un banc qui est aussi intéressant et des joueurs qui sont potentiellement des titulaires. Ça va être un gros casse-tête, comme le disait Clément. Alors de riche, j'en sais rien, de moins pauvre peut-être, mais on est toujours aussi pauvre, mais on a un banc un peu plus fourni, notamment au milieu de terrain effectivement, et puis avec l'arrivée encore du Chilien, bah du coup on a deux avant-centres, donc c'est très très bien. Clément parlait des centres, je voulais revenir, on a vu passer une stat, il me semble, où Le Hack est parmi je sais plus combien de clubs en Europe à centrer énormément. Non, on n'a pas discuté de ça. On n'a pas vu. Il me semble avoir vu passer ça. Et donc c'est clairement une tactique affichée par Digard de passer par les côtés. On l'a vu aussi face à Nice. Et donc on a une belle qualité de centre. On a un Soumaré aussi qui, je pense, arrive à enfin pas à maturité, mais on voit tout son potentiel sur ce début de saison. Il a déjà montré de belles choses l'année dernière, mais je trouve que là, il est devenu un joueur important du 11. Il a un rôle vraiment un vrai rôle. Et donc, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Tu posais quoi comme question au début? Le problème de riche. Ouais, bah oui, voilà, oui, tout à fait, oui, bah, oui, non, mais tant mieux. Les entraîneurs, ils aiment ça, se prendre la tête sur les compos de départ. Comme l'a dit Clément, qui est un peu plus pointu que moi sur la connaissance des joueurs. Et bah, tant mieux si on a des gars qui sont tous postulants à une place de titulaire et qui se battent pour ça à l'entraînement. C'est une très bonne chose. Alors, petite parenthèse, mon bug semble terminé. Je vois tous les gens qui sont dans l'auditoire. Donc, merci à tous ceux qui sont là malgré les problèmes techniques qu'on a eu en début d'émission. Donc, n'hésitez pas à faire une demande d'intervention si vous voulez réagir par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Clément, tu parlais juste avant de Reda Kadra. Donc, voilà, c'est un petit peu la surprise, la petite cerise sur le gâteau de ce mercato, c'est la signature donc à la dernière minute de l'Allemand de Reims, donc Reda Kadra. Clément, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tu as déjà commencé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le profil du joueur, son poste, etc. Bah, c'est un joueur qui est très polyvalent. À Reims, il a joué 10, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, même en pointe. C'est un attaquant. Je pense qu'il a été pris. C'est un profil un petit peu qui nous manque. C'est un gars qui peut vraiment faire exploser les défenses. Je pense que vous avez vu des vidéos un petit peu où, notamment il y a 2 ans contre Monaco, là où il a fait un rush de 45-50 mètres pour aller marquer. Bah, un gars qui est super technique. Bon, par contre, niveau finition, peut-être il a un petit peu à bosser la finition, mais c'est pas forcément ça qu'on lui demande. Donc, je pense que c'est vraiment un profil, comme il disait, comme Bodmer disait, pour aller chercher un peu la verticalité, c'est-à-dire aller vite vers l'avant. C'est vrai que parfois, dans notre jeu, que ça soit même là cette année ou surtout il y a un an en dessous de Digard, on avait vraiment du mal à la projection quand on récupérait la balle, on savait pas forcément quoi en faire. Et c'est vrai que là, quand tu as des joueurs comme ça, que ce soit Namli, que ce soit Kadra, Seko aussi, que j'ai beaucoup aimé en 6, je pense que ça va un petit peu affiner notre jeu. Au niveau des transitions surtout, je pense qu'on va continuer à jouer de façon en contre, ou en tout cas on va laisser le ballon à l'adversaire, sauf équipes qui sont plus ou moins de notre niveau, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui vont amener de la vitesse et du mouvement à notre attaque, donc de toute manière et puis au niveau de son niveau, c'est vraiment un joueur qui, je pense, a plein potentiel, c'est-à-dire hors blessure, il a été blessé pendant quasiment un an là, peut prétendre à mieux qu'un club de bas de niveau de Ligue 1. Donc c'est tout bénef pour nous, et encore une fois c'est un très gros coup de Mathieu Bonnemer. On se rend pas encore compte, mais les joueurs qu'il a signés, les trois, Namli, Seko et lui, c'est vraiment incroyable. Et à noter justement, chose exceptionnelle, c'est que Reda Kadra arrive en prêt, mais avec option d'achat. Ça, c'est pas arrivé depuis très 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 longtemps. Alors, moi j'ai une théorie là-dessus. Est-ce que tu penses pas que vu que Reims sait qu'on n'a pas de pognon, de toute manière pour eux ça change pas grand-chose?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que peut-être que Blue Crow acceptera s'il nous fait une super saison de casser la tirelire, mais Bah, je pense en fait ça a été ajouté, c'est-à-dire que si en effet il fait une grosse saison, un peu ce qu'a fait Mikko Tesla avec Metz, c'est-à-dire que l'acheter pour 2 millions d'euros plus ou moins, je crois que c'est ça que les chiffres que j'ai vu passer, et puis après le revendre 10 jours après à un gros club pour 10 ou 12 millions quoi. en tout cas, s'il nous fait une super saison, on n'aura pas à pleurer en fin de saison au mois de mai pour lui dire au revoir, comme ça a été le cas avec Julien Manga, avec Diawara aussi. Donc ouais, c'est plutôt une bonne chose. Romain, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Reda Kadra? Alors t'es comme moi, hein, t'es pas aussi pointu que Clément, mais voilà, ça a l'air d'être une sacrée recrue, même si bon, il n'a pas joué pendant un an, que ça reste un pari. Ça reste très intéressant quand même, encore un super coup. Alors juste avant, une petite précision que dont Thomas nous fait part là en off. Ousni avait une option d'achat apparemment. L'année dernière. Ok. Parce que du coup Thomas doit nous entendre visiblement, mais Thomas on ne voit toujours pas dans les auditeurs. Hein. C'est incroyable ce bug. Oui. Pour être tout à fait honnête, je connaissais pas le nom avant de l'entendre arriver au Havre, donc du coup j'ai fait un peu comme peut-être pas mal de gens lu les articles et je me suis renseigné sur le joueur. Donc oui, il sort de blessure. C'est pas la première fois que Bonner va chercher ce genre de profil. Hein. Celui qu'on répète souvent, c'est Gauthier Loris. Mais donc du coup, il faut le remettre sur les rails et puis en croire Clément, c'est un très bon joueur. Donc tant mieux. Je pense vraiment que c'est pour le coup, oui, je pense que c'est un gros coup de fin de mercato. Clément, moi j'ai une question pour toi. Quid de Yacine Keshta du coup, parce que je pense qu'on est plutôt dans le même poste à peu près, non? Ils peuvent jouer. Il peut jouer à la place de Kashta, il peut jouer en 8,5, 10. Mais honnêtement, je pense plus qu'il va être utilisé pour casser les défenses au niveau des ailes. Surtout que Digard avait dit qu'il voulait un excentré pour comme recrue. Donc honnêtement, je pense qu'il va être utilisé comme ailier droit, voire ailier gauche quand Soumaré est pas là. Après, celui par contre que je verrais peut-être plus réaxé du coup, c'est Namli. Je sais que Digard a beaucoup joué en 4-2-3-1 lors de la préparation. Alors pourquoi pas mettre Namli en 10, c'est à voir, je sais pas trop. Et c'est vrai que Namli c'est pareil, lui son poste de prédilection c'est ailier droit. Je sais pas du tout comment ça va s'articuler. Après ils ont un projet de jeu. Faut aussi falloir composer en tout cas sur les 2-3 premiers matchs là post trêve avec la fatigue, le retour de sélection et tout. Donc ça va être assez intéressant à voir. Mais ce qui va changer aussi, qu'on n'a pas dit, c'est qu'on va avoir un banc, une profondeur de banc qui va être beaucoup plus intéressant. C'est ça, c'est ce que j'allais aborder. C'est vrai que quand tu cites tous ces joueurs et quand on voit voilà nos interrogations sur la titularisation ou non de Keshta, Namli, Kadra, Doucouré, à quel poste, droite, gauche, ça veut dire que derrière on a une profondeur de banc et on a des joueurs capables de faire la différence en seconde mi-temps. Romain, c'est quelque chose qui nous change et qui peut apporter un gros plus par rapport à la saison dernière, d'être capable de refaire on va dire entre guillemets un second match en deuxième mi-temps avec des joueurs frais comme ça et aussi performants. Ouais, puis je pense que le maître mot de tout ce que vous avez dit là, c'est la polyvalence. On entend droite, gauche, centre, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, j'allais dire tous les postes, mais non, bien sûr que non, mais un peu à plusieurs postes, sur les côtés, au centre. Seko aussi était ce genre de profil, hein, puisque il était, je crois, en Suisse, il jouait défenseur central, Clément, non? Plutôt, il me semble. Ouais. Il jouait au Japon au Japon il joue défense à 3 et en Suisse en effet. Alors que là on l'utilise plutôt en 6, donc ça prouve aussi sa polyvalence. Donc profondeur de banc, polyvalence, c'est non encore une fois c'est que du positif. Et si on s'en réfère forcément au dernier match par rapport au niveau de jeu affiché et que si toutes les recrues se mettent au diapason de ce niveau de jeu, pour le moment c'est incroyable. Ouais, parce que oui, vas-y Clément.
Et encore une fois, quand tu vois ce que disent les Rémois sur Cadra, il y a encore une chose qui revient, c'est que c'est un gars qui mouille le maillot, quoi. Tu vois, c'est encore un profil qui a pas été choisi au hasard. Ils sont dégoûtés, les Rémois. Sur les réseaux, ils insultent leur direction comme pas possible. En même temps, ils sont en Ligue 2, donc tu les comprends. Mais c'est vrai que légitimement, en même temps, un gars qui revient comme ça, qui a pas joué l'an dernier, qui était au-dessus en Ligue 1, au-dessus de l'équipe en Ligue 1, c'est même de souvenir, hein, quand il est arrivé il y a 2 ans, ça faisait partie de leurs meilleurs joueurs, hein, Cadra. Hein. Tu alignais Cadra et puis tu alignais les autres autour. Mais non, mais c'est un gars, en tout cas, ils ont tous loué à une chose, c'est qu'il mouillait le maillot et que c'est un gars qui a jamais triché. Ouais, ben, on a hâte, en tout cas, de le voir peut-être à Strasbourg. Je sais pas si Pizarro d'ailleurs est apte, parce qu'il y avait un souci de papier. Ah si, je Je pense. pense que ça Ouais, doit je être pense que ça bon. va le faire. Entre Ouais. le Chili et le Havre, la connexion a dû se faire. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit, hein, ça s'internationalise aussi, hein, beaucoup, hein. Japon, Chili, Effectivement. Allemagne, enfin, Tanzanie. ouais, tout à fait, ouais, on a quand même rarement vu ça au hack. Enfin, je trouve que là, ça s'internationalise beaucoup. Eh ben, on va vendre plein de maillots du hack à l'international, vous allez voir. En Tanzanie, ça va être le maillot le plus vendu. Non, mais ouais, ça fait plaisir. Et il faut rappeler, on n'a pas un rond. Il n'y a pas eu 1 euro dépensé dans ce mercato. Il y a eu 11 arrivées gratuitement. Mais quand on voit la qualité des joueurs et les prestations qu'on commence à voir de certains, je pourrais de Koreseko, etc. Chapeau quoi. Donc voilà. Donc justement, transition toute faite. Clément, on en parlait tout à l'heure. On a parlé donc des arrivées sur ce mercato. Ça va être l'occasion pour nous de revenir donc sur un débat qu'on a vu fleurir sur Twitter. Sur Rip d'ailleurs, notre ami la capable, il s'est bien fait ah bah il s'est fait tacler les 2 pieds décollés du sol, mais décoller. ça joue quoi. Ça joue. Je sais pas s'il nous écoute. Enfin peu importe s'il nous écoute, si tu veux parler, y a pas de souci. Hein. Au contraire, on est là, on est ouvert. Hein. Avec grand plaisir au débat. Voilà, il s'interrogeait, enfin il se moquait même limite sur le fait que le hack n'était pas capable de vendre ses joueurs ou alors de s'en séparer sans les brader. Donc puisque pour rappel, Aliou Thierry qui était un grand espoir en défense centrale, qui a été élu meilleur défenseur, je crois, la saison dernière en national à Nancy. Clément, si je dis une bêtise, corrige-moi. Non, c'est bien ça. Qu'on a vu pendant les matchs amicaux, donc on avait bon espoir de le voir commencer en Ligue 1 et de montrer toute l'étendue de ses talents. Et puis bon, il est parti au Dynamo Kiev en Ukraine, donc pour 1 500 000 € avec 20% sur une potentielle revente, sur une future revente, et puis d'autres bonus, je crois. 1 million de bonus. Mais, 1 million de bonus. 1 million de bonus, voilà. Bon, on sait pas ce que c'est comme bonus, peut-être titularisation, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, le Hack se sépare d'une pépite et n'a pas vendu Aruna Sanganté et Etienne Youté, puisque leur départ était attendu, puisqu'arrivant en fin de contrat à la fin de la saison. Pour rappel, Aruna Sanganté a décliné une offre du Danemark et Etienne Youté, a priori pas eu d'offre, sauf la saison dernière qui venait de Hoffenheim, de mémoire. Donc voilà la question, messieurs. Est-ce que vous comprenez ce débat sur Twitter, en tout cas lancé par la capable, pour le citer, sur le fait que Mathieu Bodmer n'arriverait pas à vendre les joueurs? Bah, tu veux commencer, Romain? Vas-y, je t'en prie. Alors après, bon, t'as le constat, en même temps, il a pas tort de le faire. C'est vrai que si tu analyses froidement les choses, tes meilleures ventes depuis que Bodmer est là, c'est que des jeunes d'ailleurs, ces meilleures ventes, c'est que des jeunes qui n'ont pas joué au WAC. Un rappel, hein. Donc que ça soit Ouais, Thierry, il a joué 0 match. T'avais N'Goura. N'Goura, oui, N'Goura avait joué un petit peu, mais le petit arrière droit de Lyon là, qui est parti en Comédie, c'est le Comédie. Koumendi, ouais, ça, le Koumendi, ouais. Lui c'est pareil, pas vu une seule fois avec le hack. Il y en avait un autre qui était parti avec lui d'ailleurs, c'était qui? Gomis. Oui, Gomis. Gomis qui est parti à Strasbourg. Des joueurs qu'on n'avait jamais vus. Donc c'est vrai que ça fait un peu, quand tu vends ces joueurs-là, t'as un peu mal au cœur quand même. Thierry, moi, franchement, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est vraiment un gars. Tu voyais qu'il était au-dessus. C'est un gars, c'est sûr, qui va exploser.
Bon, heureusement qu'il a mis une clause de revente à 20% parce que c'est un gars qui va être, je pense on va vite le voir dans le top 5 européen dans une ou deux saisons, ce gars-là. Mais bon, le problème c'est ça, c'est que ok, quand tu compares à des clubs comme Reims qui vendent leurs joueurs 10, leurs jeunes joueurs 10 millions d'euros, là je vois que Ghana il est parti pour 13 millions, je crois, un truc comme ça, ou 25 millions d'euros. C'est sûr que nous, quand tu arrives difficilement à vendre un mec de 2,5 millions, bah, t'as un peu mal au cul, quoi. Après, la grande différence aussi, je pense il y en a deux ou trois, c'est que tes meilleurs joueurs, finalement, au hack, ça va être soit des gars qui ont 25, 26 ans, soit des gars qui ont été du coup pas forcément titulaires indiscutables. Je pense à Youté qui est maintenant remplaçant. Sanganté qui s'est quand même bien fait tenser l'an dernier même s'il a été blessé. Et donc du coup, c'est sûr qu'au niveau de la demande, bah, par rapport à un gars qui a joué 35 matchs, enfin plutôt 34 matchs l'an dernier de Ligue 1, qui a 20 ans, c'est sûr que bah, le club en face, il va peut-être pas débourser, en plus à un an de la fin de son contrat, il va peut-être pas débourser 5 millions d'euros pour s'attacher, quoi. Il faut aussi comprendre que c'est pas forcément non plus quelque chose c'est pas une science exacte, c'est pas Transfermarkt, c'est parce qu'il y a marqué 5 millions d'euros sur la valeur que le mec en face va mettre 5 millions d'euros, quoi. Donc il y a un peu comme partout, à l'offre et la demande. Mathieu Bodmer, il peut rien à ça. Il y a nos joueurs sont pas forcément très bankable. T'as pas forcément de grosses stars dans l'effectif. Après, je pense que si il lance un mec comme Mosengo et que le Mosengo il lui fait une demi-saison de feu, t'inquiète pas que tu auras des offres à 10-15 millions d'euros. Mais pour l'instant, malheureusement, t'as pas de très jeunes joueurs ou de jeunes joueurs qui ont fait des grosses saisons avec le hack. Même Keshta, il est pas forcément au-dessus. Enfin, c'est un bon joueur pour notre niveau, mais Keshta, tu le mets dans une équipe un peu plus, une grosse équipe de Ligue 1, je suis pas forcément sûr qu'il fasse le taf. Et ça, je pense que les clubs le voient bien. Donc c'est pour ça que moi, j'en veux pas forcément à Mathieu Bonnemer. Je suis pas sûr qu'il ait la matière pour mieux vendre. J'ai fait rentrer Gilles et qui a ajouté à la liste Yoni Gomis. Et Gilles, t'as la parole. Ouais, on en a Ouais, parlé. bah, je voulais, salut les gars, je voulais compléter. Salut mais Gilles. Ça va plus être salut Guillaume. Ça va plus compléter d'ailleurs ce qu'a dit Clément, c'est que j'ai remis au passage le message que j'avais mis concernant le non-départ de UT et les conséquences qu'il y a eu pour le club. Certains sont venus me chercher pour mon message en me disant il a bien le droit. Oui, mais moi, bien sûr qu'il a le droit, mais moi j'analyse juste les conséquences sèches pour le club, ce qui est à dire 7 millions en moins dans la caisse, le joueur on l'a à moitié perdu parce que forcément il loupe son départ parce qu'il rêvait d'Angleterre et que maintenant pour aller en Angleterre c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y aura beaucoup moins d'élus que précédemment. Et ensuite, ça a entraîné le départ de Yoni Gomis l'année dernière et la non-vente qui se refait encore cette année, ça entraîne à nouveau le départ d'Aliou Thierry. Donc en cascade, tu as des choses qui se font. Faut pas oublier, de toute façon, pour avoir un bon départ, faut que le joueur soit d'accord, faut que le club s'y trouve, et faut qu'il y ait des acheteurs. Et les acheteurs, pour le moment, ils se disent, le Havre, on va peut-être réussir, il suffit d'une mauvaise saison, puis on récupérera tout ça l'année prochaine gratuitement. Et pour faire monter au final les enchères, faut aussi, à la base, faut que tu aies deux clubs potentiels qui soient prêts à aligner les billets. T'as ça aussi. Si sur nos joueurs, il y a qu'un seul club qui a envie de mettre de l'argent dessus, en ce moment, à 3 millions maxi, ça part. Là où un autre joueur, dans d'autres circonstances, ça pourrait être 7, 8, 10 ou beaucoup plus. Si on est tout seul et qu'on n'est que le Havre, on va accepter 3 parce que 3, c'est quand même 10% du budget. Donc, c'est aussi, on n'est pas en position de refuser des offres aussi faibles soient-elles. Tout ce qu'on peut avoir ensuite, c'est ce qu'on a eu pendant longtemps en Ligue 2, c'est des pourcentages. Et ensuite, espérer récupérer de l'argent frais derrière. Mais je pense, contrairement à Clément, moi je pense que le transfert à 10 ou 12 millions qui va tomber sur un joueur du hack, honnêtement, j'y crois pas. Surtout que tous les clubs là maintenant, on veut juste du très gros potentiel, du très jeune, pour pouvoir le vendre en Angleterre. Donc aussi, tu vas avoir des joueurs potentiellement qui vont être formatés pour pouvoir partir en Angleterre. Et tous les autres profils, ils vont te rester sur les bras et tu pourras pas les vendre ou les vendre beaucoup moins cher. Merci Gilles. Romain, toi, quel est ton sentiment, ton avis par rapport à tout ça? Tu peux peut-être rebondir sur ce que disait Gilles.
Non, mais pour revenir sur le cas d'Aliou Thierry, c'est toujours dommage de pas avoir un jeune qu'on a formé porter au moins une saison les couleurs du club avant de partir. Mais derrière ça, faut penser que, comme Gilles l'a dit, 3 millions, on l'a pas vu 3 millions, mais 3 millions c'est 10% du budget. Enfin Mathieu Bonnemer et son équipe ont un club à faire tourner. Malgré tout, je vous l'avais dit en off, mais malgré tout, un Sanganté, un Loris, un Sanganté, un Youté, à l'instant T, ça, même si peut-être certains, ils vont avoir du mal à l'entendre, mais ça apporte plus de garantie qu'un Aliou Thierry qui n'a pas encore évolué en Ligue 1. Donc, moi, je suis pas. Il était honnêtement, Romain, il était meilleur. Ouais, mais oui, d'accord, mais encore faut-il qu'il fasse une saison complète en Ligue 1 et qu'il confirme ce que tu dis, tu vois. Oui, ça, on saura jamais. Bah oui, on saura jamais. Donc sur le papier, à l'instant T, un Sanganté, ça apporte plus de garantie pour un maintien. Donc non, je suis pas surpris de cette vente-là et je pense qu'elle est nécessaire. Et puis bah oui, on s'imaginait qu'avec l'arrivée d'un investisseur ou quoi que ce soit, on allait plus vendre nos jeunes pépites. Pour l'instant, le hack est pas encore rentré dans cette ère-là. Ça arrivera peut-être un jour, je l'espère, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et je rappelle aussi que l'histoire des droits télé, etc., ne nous aide pas à passer dans une autre dimension, et que pour le moment, le hack fait du hack. Et malheureusement, tout bon supporter qu'on est, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on est habitué à devoir lâcher quelques pépites avant même qu'elles aient porté le maillot du hack, ou très peu porté le maillot du hack. Par rapport à Aliou Thierry, les gens s'interrogeaient sur la faiblesse de la valeur du transfert, mais ce que je disais en off, c'est que tu vends pas un joueur pour son potentiel ou pour des espoirs. Tu vends pas de l'espoir, tu vends le joueur pour ce qu'il a montré sur le terrain. Ah, si, un peu quand même. Ouais, mais comme Gilles l'a dit, si tu veux faire monter les enchères, il faut aussi qu'il y ait minimum de clubs qui s'intéressent aux joueurs. Là, on n'en sait absolument rien. Et sinon, effectivement, tu fais rien monter du tout. Donc, vendre mal, je crois pas qu'on vende mal. Je crois qu'on vend à des prix parce qu'on est le Havre, aussi parce que toute la planète football sait qu'on n'a pas un centime et que mettre 1,5 million sur une table, et oui, pour le hack malheureusement c'est alléchant et c'est comme ça. C'est surtout une vente contrainte, Oui. hors mercato. Oui. Donc tu peux même pas faire rentrer, faire jouer tous les acteurs parce que tu es déjà hors délai, grosso merdo Europe de l'Ouest. Tu avais vraiment que quelques marchés exotiques ou différents. C'est vrai. Que tu pouvais faire. Donc forcément, tu vas te retrouver avec des joueurs comme ça, mais c'est pareil, les rumeurs qu'on a eues de certains joueurs, Keshta c'était la Belgique, il y a eu des rumeurs cet été, t'as pas eu des grosses offres, et Abdoulaye Touré qui voulait partir, on ne sait pas ce qu'il a eu comme contact, on ne sait pas quelles conditions aussi. Tout le monde potentiellement était à vendre, mais soit il y a pas grand chose qui a fuité, soit il y a pas grand chose qui a fuité, soit il y a vraiment pas eu grand chose. Et moi je pense plutôt que c'était le calme plat. Mais même pire que ça, si on extrapole, toutes les fins de contrat qu'on a eues la semaine dernière, il y en a combien qui ont trouvé un club? Aucun, je crois. Aucun. Ah, si, t'as eu Casimir quand même, qui était en fin de contrat avec au CR. Et la Jam, sûrement à Bordeaux. Et la Jam, c'est pas une fin de contrat, ça a été une rupture, oui, mais rupture voilà, des deux côtés. Je mets dans le lot. Mais c'est pour aussi, tu vois, même quand les mecs sont en fin de contrat et qu'ils sont libres, ils attirent pas Desmas. Pourtant, c'était un gardien qui était correct. Il a rien. Gorgelin, il a fait 6 bons mois en Ligue 1. Il a rien. C'est vrai que tu te poses quand même des questions. Non, c'est pas tant ça, Clément. Je pense que pour le coup, ce sont les agents de joueurs qui sont incriminés, parce que s'ils comprennent pas que le marché a changé et que la priorité absolue maintenant c'est de trouver un contrat pour leurs clients, ça va être aux joueurs aussi de se dire, mais est-ce que mon agent, il est de mon conseil? Il fallait pas être grand clair pour savoir que les effectifs ils allaient réduire, que les salaires allaient être à la baisse, et que le contrat potentiel que tu peux avoir, c'est, à mon avis, beaucoup qui sont attendus pour avoir un contrat qui était meilleur que ce qu'ils avaient, voire équivalent. Et puis tu te retrouves le 28 août et puis t'as rien, et les effectifs ils sont déjà bouclés. Donc le train il est passé.
Ouais, je pense qu'il y a certains joueurs aujourd'hui, déjà, faudrait qu'ils s'estiment heureux d'avoir du boulot, en fait, tout simplement. Mais c'est ça. Pour la plupart des gens, Oui. la question, c'est de trouver, juste avoir un contrat. Une division professionnelle comme la Ligue 1, c'est 500 joueurs. Hein. Si on part sur des effectifs professionnels de 25 par club, c'est 500 joueurs. Si tout le monde si tu as déjà 300 joueurs qui sont encore sous contrat à la fin de la saison, ça fait que 200 mouvements possibles. Et en comptant que tu vas privilégier de faire monter tes jeunes, et tous ceux qui n'ont pas de contrat, ils revoient à la baisse ou ils vont voir ailleurs. Et je pense qu'on peut clore le débat. C'était pas mal. Moi, ce qui me choquait par rapport à ce qu'ils disent, c'est vrai que les gens qui balancent des choses comme ça sur Twitter, on est comme nous, on n'a pas les données, enfin, on n'a pas, on sait pas ce qui se passe en coulisses. Mathieu Bonnemer nous dit qu'il a pas reçu d'offre, donc comment tu veux vendre des joueurs si tu reçois pas d'offre? Perso, je lui fais confiance. Je trouve que c'est un débat qui était intéressant à mener, mais au final, qui change pas la donne, et puis on n'a pas toutes les données, etc. Mais en tout cas, c'était très intéressant de vous entendre à ce sujet, messieurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être avant qu'on clôt l'émission? Il y a Fodé Doucouré qui est titulaire en ce moment avec le Mali contre le Ghana. Moi, et il joue ailier droit. Je suis sur l'Italie là pour l'instant. En parlant de nos internationaux africains, la Coupe d'Afrique des Nations arrive. On sait que Diao, normalement, Diao dit François dans les commentaires. Merci donc, François et bonjour au passage. Donc si Diao, justement, on est à peu près sûr qu'il y va avec le Sénégal, est-ce que Lionel Mpassi y va aussi avec le Congo? Parce que là, pour le coup, on aurait les deux gardiens titulaires qui seraient pas là. Peut-être que là, on va commencer à avoir quelques gouttes de sueur. Je sais pas si le Congo est qualifiable pour le moment. Alors, j'avais lu un article comme quoi on serait juste un match sans nos deux gardiens titulaires. Et contre Angers, je crois, c'est ça. Parce que finalement, la Ligue 1 s'adapte plus ou moins à la CAN, et je crois que c'est le match contre Angers. Oui, il me semble qu'il y aurait juste un seul match où on serait impacté, donc on pourrait peut-être voir les débuts de Paul Arnier dans les cages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est sur un seul match, ça risque d'être quand même bien. Ah bah oui. On va voir vraiment une demi-équipe qui parle. Ou Desmas pour un match en pigiste. Écoute, why not? Mais je pense pas que. Non, mais je pense que Arnier sur un match, y a pas de problème, il va faire le taf. Puis il y a la Coupe de France derrière. Enfin, la Coupe de France. Bon, si on est encore qualifié. Ah si, on sera, c'est 32e. Oui, oui, on ira à Saint-Brieuc. Ah non, parce qu'on commence en décembre. Oui, c'est ça. Donc en janvier, la CAN c'est en janvier, donc ça veut dire qu'on sera déjà fait éliminer avant. Ah oui, je suis bête, pardon. Tradition, les traditions, ça se respecte. Mais effectivement, pendant la CAN, on risque de perdre quand même des joueurs clés. Fodé Doucouré, Abdoulaye Touré, Moro Diao. Issa Soumaré, Aruna Sanganté. Samata, si la Tanzanie est qualifiée. Samataya, c'est peut-être une qualifiée. Sanganté est toujours appelé en sélection? Je sais même pas, il est pas sénégalais? Oui, mais je suis pas sûr qu'il a été appelé là pendant la trêve là. Loïc Nego avec l'Hongrie, mais ils font pas la CAN évidemment. J'étais en train, en fait, j'ai réfléchi à ma connerie et je l'ai réalisé en la disant. La Hongrie, ce petit pays à côté du Sénégal. Abdoulaye Touré, Rassoul Ndiaye aussi. De mémoire, quand je vois le visuel des internationaux, j'ai pas souvenir d'avoir vu Harouna. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Abdoulaye Touré, Rassoul Ndiaye, s'il joue bien, il peut être appelé avec le Sénégal aussi. Keshta avec le Maroc. Keshta n'a pas été appelé non plus, Rassoul Ndiaye non plus. Non, mais effectivement, c'est des joueurs, c'est des convocations potentielles. Surtout qu'on va faire une grosse demi-saison là, donc tout ça va aller à la CAN. Mais en parlant de Rassoul Ndiaye, on n'a pas parlé tout à l'heure, il fait quand même un bon début de saison par rapport à ce qu'on a pu voir sur les saisons précédentes. Je trouve qu'il est plutôt en jambes aussi, Rassoul. Donc, c'est le deuxième meilleur joueur derrière Fodé Doucouré. Ça, d'ailleurs, qui met. Moi, j'aurais peut-être mis Issa Soumaré, tu vois. Mais. Ah oui, Issa Soumaré, il fait un gros début de saison. Mais peu importe. Clément, peux-tu répéter, s'il te plaît? Il fait un très bon début de saison. Mais, ce sera clippé, les gars. Je l'enregistre et je vais juste faire un encart quand je vais faire le montage sur ça. Voilà. Je veux que tu fasses un short sur le YouTube du sponsor.
Ah, mais c'est vrai que ce joueur-là, honnêtement, de ce que tu as vu il y a un an et de ce que tu vois maintenant, enfin, j'ai rarement vu ça au hack, une telle transformation, Ouais. quoi. J'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur Ouais. se transformer autant que J'ai ça. l'impression Gilles l'a qu'il est dit, Gilles va le redire. il est à l'image de ce que Didier a fait. Au début, il a bricolé. Ensuite, il a mis la fondation en le mettant à son niveau. Puis ensuite, bah oui, il est juste. Quand tu le mets à son niveau et que derrière, il y a l'état d'esprit qui vient et qu'il est emporté par la vague, bah il monte de niveau. Mais La confiance, ouais. comme quoi. Ouais, bah voilà. Non, mais c'est incroyable, ouais. Non, mais puis, encore, c'est un gars qui est né de Ligue 2, quoi, qui avait joué à Orléans, à Quevilly, où tu te dis, parce que là, lui, enfin, typiquement, c'est lui, il te porte aussi, hein. Il y a combien, là? Il a une passe D ou deux passes D, un but? Je sais même pas. Deux passes D, peut-être? 2 passes D, il me semble, je crois, hein. Tu m'obliges à Je sais chercher les plus. stats. Juste en conclusion Une d'émission. passe D, un but, c'est sûr. Une passe D, un but, c'est sûr. Lens, on n'a pas marqué, je sais pas. Non, Qui on a marqué, je sais une plus. passe D, un but. Voilà. Ouais. Mais oui, oui, c'est hyper intéressant. Puis Gilles, tu le disais, je crois que c'était sur le dernier space. Quand il est maintenant à son poste, forcément, c'est plus le même joueur que quand il est mis en avant-centre. Et il veut bien dépanner avant-centre, mais c'est pas en gros, tu as envie de te dire, on le met avant-centre parce qu'il joue bien. Il a un bon jeu de tête et il va vite. Oui, mais bon, vu qu'il marque pas assez par Ah rapport à ce oui, qu'il mais non, fait, dans ce cas, c'est c'est gâché. compliqué de le mettre avant-centre. Hein. Bah, de toute façon, s'il marquait plus, il serait plus chez nous. C'est terrible, mais c'est un peu ça. Quoi. Les Niçois peuvent Ouais. témoigner de sa pointe de vitesse, hein, parce que Mais, beaucoup pensaient au hors-jeu. En fait, non, il est parti de son camp, en fait, quand il a marqué son but contre Nice. Donc, non, c'était. en vrai, je suis prêt à mettre les paris que cette saison, il va à 10 buts. Hein. Ah bah allez, hop, un deuxième encart. Ça, par Il contre, s'est c'est une belle sous-maré 10 cote. Hein. buts. Ok. Ouais. Moi, là, c'est sa saison. Là. Il va à 10 buts. Mais moi, franchement, je nous vois faire une belle saison. Hein. Bon, je te dis pas qu'on va finir européen, mais sans forcément s'enflammer non plus, une petite dixième place, ça serait intéressant. Ouais. Je pense qu'on peut le T'as un faire. chroniqueur de Winamax qui nous mettait dans le top 10. Hein. Bon, après, je sais pas ce que ça vaut, hein, Ouais, mais. mais ouais, moi, une dixième place, Hmm. je pense que c'est réalisable. En tout cas, avec ce qu'on montre. Après, bon, ça se trouve dans 3 journées, on va avoir 3 Puis défaites. Ça peut t'auras des crouler. ligards d'émission dans l'émission, dans les commentaires. Enfin bref, on est habitué. Avec Lloris Ah, blessé, Soumaré hors de forme, mais pour l'instant, non, non, mais Clément, on c'est profite. jouable, mais il faut juste que tu nous mettes les 8 derrière nous. Ah, t'auras toujours une ou deux surprises, genre un Stade Rennais ou une connerie comme ça qui avancera pas. Je pense que Lorient, Angers, Lorient, chez, Metz, ouais. Auxerre peut-être. ouais, Lorient, Angers, Metz, Auxerre, ouais, c'est pas terrible Auxerre pour l'instant. Nantes, Euh, Nantes, ça c'est jamais terrible non plus. Brest, Après, Brest sont pas bien. Hein. Brest, toi, tu vois, quand tu parles de surprise, t'as Brest aussi. Ah bon, après, ils peuvent se reprendre, ils ont des bons joueurs. Hmm. Mais t'auras tous les ans, t'as eu un ou deux clubs qui galèrent. L'an dernier, c'était Rennes. Hmm. On va Brest, conclure. Brest, ils vont peut-être faire une Reims quand même cette année. Ben écoute, tant qu'ils sont derrière nous, il y a pas de problème. Hein. Moi perso, je m'en fous. Hein. Enfin bref. Il y a Romain qui dit qu'on meuble, il en a marre. Désolé Romain. Juste en conclusion de l'émission, puisque Romain doit aller se coucher, puis on va tous y aller. De base, on devait faire une petite émission, puis finalement, voilà. Les féminines du HAC ont démarré leur championnat par un match nul ce week-end, donc contre Strasbourg 2-2 au Stade Océan. Elles auraient mérité beaucoup mieux hein, au vu de leurs prestations, notamment en seconde mi-temps. Donc en tout cas, c'est encourageant dans cette première ligue qui compte maintenant de plus en plus de grosses villes, de grosses équipes du championnat masculin maintenant dans le championnat féminin. Je pense à Marseille, à Saint-Étienne, à Lens, etc. Donc maintenant il y a des gros noms du foot qui a des moyens. Donc ouais, ça va être encore plus compliqué, mais c'est quand même encourageant vu de ce qu'elles ont montré. Voilà, on va conclure ce space. Juste en conclusion, moi je voulais vous annoncer qu'on est en train de vous préparer un très gros coup pour dans 15 jours pour la prochaine émission. Si ça se réalise, si ça se fait, ça sera dans les annales, je pense, du space. Voilà, en termes d'invités, on est pas mal. Donc restez bien attentifs sur les réseaux et sur ce qu'on va communiquer courant de semaine prochaine. Mais voilà, si ça se fait, ça va être une très très belle émission.
Je vous remercie pour votre fidélité, de votre participation malgré tous les bugs qu'on a pu avoir pendant ce space. Je pense notamment à Thomas qui est resté aux portes. Merci à tous les auditeurs d'avoir été présents. Merci à Gilles, merci Clément, merci Romain de m'avoir assisté comme d'habitude les gars, vous avez été au top. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, allez le hack. Le hack et allez le Havre. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et bonne nuit.